Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, Space avec Youssef Indy sur la situation en Syrie, au Moyen-Orient. Ok, bah parfait alors. Bon, bah écoute, en tout cas, très content que tu aies pu participer, enfin que tu sois là. De même, c'était une promesse, c'était promis. Ouais, c'était prévu depuis longtemps. Ouais. Pour que les gens sachent, on avait prévu ce Space bien avant les événements de Syrie. Exactement, voilà. Bien avant aussi les votations aux États-Unis. Et donc, bien avant donc... cet été, bien avant. oui. C'est clair. Alors, peut-être pour rappeler à nos auditeurs, on avait fait un premier space sur la franc-maçonnerie dans le monde musulman. Space qui avait été très apprécié. Il a beaucoup tourné. Et puis ensuite, j'avais mis une copie sur YouTube aussi. Voilà. Mais avant d'échanger avec les auditeurs, on va quand même faire un tour d'horizon voilà, un peu développer un peu sur l'actualité, parce que l'actualité est très lourde, très chaude comme la braise. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, on va essayer de synthétiser. Alors, juste en 2 mots, on a vu que dès l'élection de Donald Trump, il y a eu un espèce d'enchaînement dans tous les pays, des enchaînements politiques assez spectaculaires. Hein. On a vu eh bien, ce qui se passe en Géorgie, on a vu en Corée du Sud le président passer la loi martiale, et puis ensuite, quelques heures après, avec un mouvement démocratique, c'est annulé. Et puis on a eu énormément d'événements comme ça, comme une accélération de l'histoire, comme des accélérations historiques un peu partout. Et quand on regarde la Syrie, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est comme chronométré, comme un agenda. Hein, c'est-à-dire, on a eu le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, et dans les minutes qu'on suivit, ou les heures qu'on suivit, hein, on a eu cette offensive à Alep. Et puis les choses se sont enchaînées, et puis on est arrivé jusqu'aujourd'hui. Alors, par rapport à ce qui se passe en Syrie, Youssef, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que tu peux nous faire un peu je pense que ici tout le monde est au fait hein, de ce qui se passe là-bas, mais disons, est-ce que tu peux nous faire en guise d'introduction, voilà, nous faire un topo sur la Syrie. Alors, sans remonter trop loin dans l'histoire récente, d'abord j'invite les gens à lire l'article que j'ai publié là, que j'ai écrit hier, que j'ai envoyé à la rédaction d'Égalité et Réconciliation, et ils l'ont publié aujourd'hui. Donc vous pouvez le retrouver sur ma page Twitter. Vous pouvez retrouver le lien de l'article qui a pour titre « Que s'est-il passé en Syrie ?» Et en fait, je remonte au début des années 2000. Même en 1996, mais surtout le début des années 2000, pour mettre en évidence qui a poussé les États-Unis à lancer une offensive contre la Syrie. Donc on est en 2003, en gros. Et la première offensive, disons, économique, les sanctions économiques contre la Syrie, sont mises en place sous l'administration de George W. Bush en 2004. Donc aujourd'hui 2024, on arrive au terme, donc la chute de Bachar al-Assad, en fait la chute de l'État syrien, aujourd'hui est la fin d'une séquence de 20 ans, et non pas de 13 ans à partir des révolutions, pseudo-révolutions arabes, printemps arabe, en fait la guerre, concrètement, il y a eu une guerre, une attaque armée contre la Syrie à partir de 2011. Mais en fait, l'attaque armée de 2011 s'inscrit dans une séquence de guerre, parce qu'en fait, la guerre économique fait partie de la guerre. C'est un des outils, les sanctions économiques sont un des outils de la guerre, notamment des puissances thalassocratiques, anglo-américaines, contre la Syrie. Bon, je referme cette parenthèse pour ceux qui veulent en savoir plus et connaître dans le détail l'implication du lobby pro-israélien dans la guerre contre la Syrie. Je vous renvoie à cet article, et si vous voulez vraiment creuser plus profondément, je vous renvoie à mon livre paru en 2015, Occident Islam tome 1, sur ces genèses messianiques du sionisme. Et à la fin de ce livre, en dernier chapitre, le dernier chapitre est consacré à la géopolitique actuelle, contemporaine, vraiment actuelle, et où je montre, notamment en m'appuyant sur les travaux de Stephen Walt et John Mearsheimer, que c'est le lobby pro-israélien qui a poussé les États-Unis dans la guerre contre l'Irak, mais aussi contre la Syrie. La guerre contre la Syrie est la suite de la guerre contre l'Irak. Parce que quand le lobby pro-israélien a commencé, en fait, par les dirigeants israéliens à l'époque Ariel Sharon, quand ils faisaient toute leur, quand ils ont lancé la machine
de lobbyisme auprès de l'administration américaine pour envoyer les États-Unis dans une guerre contre l'Irak, ils ont lancé parallèlement la même machine de propagande et de lobbyisme vis-à-vis de la Syrie. Ce qu'ils disaient sur l'Irak de Saddam Hussein, ils le disaient sur la Syrie. Ils disaient même que la Syrie d'Assad abritait les armes de destruction massive de l'Irak, les fameuses armes de destruction massive. Or, ce mensonge des armes de destruction massive n'est pas un mensonge américain. C'est un mensonge israélien que les Israéliens ont injecté dans l'administration américaine à l'époque. Ça vient du Mossad. C'est le Mossad qui alimentait les Américains en fausses informations sur les armes de destruction massive. Donc tout ce qui s'est mis en branle par la suite, c'est-à-dire le printemps arabe, mais avant le printemps arabe, c'est-à-dire la mise en place des organisations de révolutionnaires contre l'État syrien, contre Assad, notamment à partir de 2004, et les frères musulmans à Londres, etc. Tout ce travail-là qui a commencé en amont est un travail qui se situe dans ce contexte-là de propagande du lobby pro-israélien aux États-Unis pour lancer une vaste offensive, de vastes offensives contre les pays musulmans, arabo-musulmans, Irak, Syrie, Liban, Libye et ainsi de suite. Maintenant, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'actualité brûlante. Je rappelle une chose, c'est que, alors ça je l'ai dit quand l'attaque israélienne a commencé au Liban. J'avais dit, vous pouvez revoir hein, mes interviews, notamment chez Toxin et sur ODC TV notamment, j'expliquais que quand il y a eu l'affaire des beepers, les assassinats ciblés des dirigeants du Hezbollah, la préparation de l'attaque contre le Liban et l'attaque contre le Liban, à ce moment-là, on avait des informations que j'ai relayées, des informations sur la préparation de l'attaque en Syrie. C'est-à-dire que l'attaque en Syrie du groupe Hayat Tahrir al-Sham, Al-Nusra, etc., donc en fait dirigé par Al-Jolani qui est un ancien d'Al-Qaïda et un ancien de Daesh, a été lancée à ce moment-là. Donc c'était parfaitement coordonné. L'attaque israélienne contre le Liban était coordonnée avec l'attaque des groupes terroristes sur la Syrie. Et on nous a parlé de cette attaque que lorsque les troupes, ces troupes-là, de Hayat Tahrir al-Sham, ATS on va dire, sont arrivées à Alep. Mais l'offensive préparée à partir d'Idlib a commencé au moment de l'attaque israélienne contre le Liban. Et donc on nous a présenté ça comme « Ah, il y a un cessez-le-feu accepté par les Israéliens au Liban au moment où l'attaque commence à Alep. » Non, non, non. Il y a eu le cessez-le-feu au moment où les troupes terroristes sont arrivées à Alep. C'est pas la même chose. L'offensive avait commencé avant. Et pourquoi est-ce qu'ils ont lancé cette offensive en même temps au Liban et en Syrie? Pour faire tomber en fait tout l'axe de la résistance, une bonne partie de l'axe de la résistance en même temps. Occuper le Hezbollah pour empêcher le Hezbollah d'intervenir en Syrie et venir en soutien de Assad. Donc il s'agissait d'occuper le front de la résistance sur deux fronts. En fait, occuper l'axe de la résistance sur deux fronts, le front syrien et le front libanais. Voilà, bon, j'en termine, après peut-être qu'il y aura des questions et on précisera. Ok, excellent. Alors, c'est vrai que pour introduire, tu as déjà fait un petit tour d'horizon. Moi, j'ai quand même quelques questions avant de parler avec avant d'échanger avec nos auditeurs. C'est-à-dire que dans toute la presse, on a quelque chose d'assez consensuel sur HTC et on présente ça comme une révolution. Donc voilà, ce serait une révolution, alors que pour d'autres c'est une contre-révolution. De même que les printemps arabes n'étaient pas des révolutions, mais des contre-révolutions aussi, etc. Donc il y a plusieurs grilles de lecture possibles de toute façon hein, quand il s'agit de géopolitique. Mais ce consensus qu'on a dans toute la presse occidentale, c'est-à-dire que ça s'est fait
très très rapidement. Quasi du jour au lendemain, on nous a présenté un Jolani qui était une espèce de Che Guevara, habillé en vert, etc., comme si c'était un révolutionnaire. On nous a présenté quelqu'un de sympa. On nous a présenté des gens qui distribuaient des pâtisseries dans des dans des églises. Hier, on nous a montré que bon bah voilà, il y a un village chrétien, etc. Puis il n'y a pas d'islamistes, de terroristes, de djihadistes qui attaquent ces villages. Voyez-vous, tout se passe bien. Il y a un processus démocratique, etc., etc. Donc ici, il y a clairement au-delà d'Israël, c'est-à-dire que c'est clair qu'il y a de toute façon dans la centralité le rôle israélien. Ça coule de source de toute façon, vu que c'est un enchaînement qui se passe depuis le 7 octobre 2023, et c'est comme l'effet domino, hein, voilà. Et donc là, on a une presse occidentale, voilà quoi, hein, qui est favorable à ce qui se passe en Syrie, qui commence à soutenir la Syrie. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que HTC et ce nouveau gouvernement syrien vont être obligés au début, pour avoir des fonds, bien quelque part d'avoir un discours au sujet d'Israël, hein, qui n'est pas un discours guerrier, mais qui est un discours du type diplomatie, cherchons des solutions, des alternatives, etc. Tandis que de l'autre côté, on a une Turquie qui force par le nord, et puis Israël qui force par le sud. Et puis on a vu des centaines de frappes aériennes, c'est-à-dire que Israël a détruit absolument tout ce qu'il y avait en termes d'armes de l'époque d'Assad en Syrie. Donc ici, quelque part, bon pour moi, les Turcs ont ouvert la voie à Israël. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rôle de l'Occident en dehors d'Israël, qui de toute façon est le dénominateur commun de tout ce qu'on dit de toute façon? Alors le rôle de l'Occident, pourquoi je commence par Israël? Parce que le projet de recomposition du monde musulman est israélien. Le projet de destruction de l'Irak de Saddam Hussein, de la Syrie d'Assad, est israélien. Sur le cas de la Libye, c'est un peu plus compliqué. Je renvoie aux travaux de Patrick Mbeko sur le sujet, mais effectivement, les Israéliens voulaient aussi faire tomber Kadhafi. Et dans la séquence qui a suivi, c'est-à-dire à partir de 2011, les Américains et les Britanniques se sont mis véritablement en branle, où ils ont débloqué. Alors l'administration Obama a débloqué 2 milliards de dollars pour l'opération en Syrie, avec armement, entraînement, transfert de troupes de Libye, donc ceux qui ont fait tomber Kadhafi, ont été transférés en Syrie, via notamment la Turquie, le sud de la Turquie. Les armes qui ont été pillées, donc le stock d'armes de Kadhafi qui a été pillé, a aussi été transféré en Syrie via la Turquie. Et les Britanniques en pointe, donc le MI6, la CIA, ont entraîné, organisé les troupes terroristes pour faire tomber l'État syrien. Donc l'implication, alors vous verrez dans l'article, l'implication, elle est documentée. J'utilise des sources officielles américaines, je me base aussi sur les enquêtes menées par des grands reporters britanniques, américains. Donc tout ça est parfaitement documenté. Et ensuite, vous avez à partir de 2016, là, c'est carrément dans la grande presse, même avant 2016, en 2015, dans la grande presse américaine, Washington Post, New York Times, ils le disent ouvertement que les Américains, les Britanniques, mais surtout les Américains, ont organisé la destruction de la Syrie. C'est, aujourd'hui, c'est ultra documenté. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Du côté français aussi, on a une implication. Et cette implication, elle a été admise par François Hollande. Alors, il y a d'autres enquêtes qui ont été menées sur le sujet. Des agents de la DGSE déjà étaient présents en Libye et ils ont participé, en fait, à la chute de Kadhafi et aussi à la guerre en Syrie. Et Hollande le disait lui-même. Il disait, oui, nous avons envoyé des armes ce qu'ils appelaient les rebelles syriens, mais qui étaient des membres, qui étaient en fait Al-Nusra qui est Al-Qaïda. Donc aujourd'hui, c'est même pas, dire que les Occidentaux sont impliqués dans la guerre de Syrie, c'est enfoncer une porte ouverte. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de rapporter toutes ces informations-là, ce que je fais, ce que je fais depuis des années, c'est remonter à l'origine.
Qui veut faire tomber la Syrie? Qui veut faire tomber l'Irak de Saddam Hussein? Qui veut faire tomber la Libye de Kadhafi? Qui, à l'origine, veut le faire? Et qui a poussé les États-Unis, puis ensuite leurs vassaux, à exécuter cette destruction? Je veux dire, quand on remonte la chronologie, on voit que ce sont d'abord les dirigeants israéliens, le lobby pro-israélien, puis ensuite ce sont les Américains et les Britanniques qui soutiennent les frères musulmans, notamment, à partir de, surtout les Britanniques, hein, les frères musulmans sont surtout gérés par les Britanniques depuis les années 40. Vous voyez, donc il y a une chaîne de causalité, comme les poupées russes, vous voyez, il y a une chaîne de causalité, et la cause première renvoie aux dirigeants israéliens et au lobby pro-israélien. Voilà. Et ensuite, vous avez les exécutants, et puis vous avez aussi des puissances régionales qui veulent tirer leur épingle du jeu et qui en profitent. Et bien sûr, il y a la Turquie d'Erdogan, il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite, ils sont tous impliqués dans cette guerre contre la Syrie. Et je veux dire, même de façon officielle. C'est officiel. Je veux dire, Erdogan ne s'en cache pas. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher des documents classifiés ou déclassifiés ou je ne sais quoi. C'est dit ouvertement. Alors oui, effectivement, il y a un rôle de la Turquie qui est évident. On a vu aussi Donald Trump vanter Erdogan, la Turquie, etc. Et surtout présenter un Erdogan qui serait le maître de la situation, etc. Qui a été d'ailleurs perçu notamment par le Financial Times et par d'autres, hein, comme, si je puis dire, une espèce de foutage de gueule. C'est-à-dire que ça avait été pas très bien interprété par les Turcs, ces déclarations. C'est vrai que Donald Trump avait dit à Erdogan, je vais foutre en l'air ton économie par une lettre en plus. Hein. C'est carrément une lettre. Ça c'est récent ou c'est ancien? Ça c'est ancien, c'est 2019. C'est bien ça que je... D'accord. Ouais. Alors mais c'est un fait très important parce que c'est le seul président auquel il s'est adressé de cette manière-là. Il s'est adressé à aucun autre président. Il a traité aucun autre président de débile en fait. Hein, voilà. Il lui a dit ne sois pas débile, ne sois pas stupide ou imbécile, quelque chose comme ça. Il avait dit. Voilà. Et donc, grosso modo, il lui a dit si tu ne fais pas ça, je vais foutre en l'air ton économie. Et ça, la citation, elle est exacte. Hein, c'est-à-dire, je vais foutre en l'air ton économie. Bon, à la Trump. Mais voilà, il n'a pas dit ça à d'autres dirigeants d'État. C'est le seul dirigeant d'État auquel il s'est adressé de cette manière-là. Et donc, on peut en déduire que aujourd'hui, quand Trump dit du bien d'Erdogan, alors que tout son cabinet dit du mal d'Erdogan, que les sénateurs encore, j'ai regardé encore ces 3-4 derniers jours, ils font que descendre Erdogan, notamment sur la question kurde. Cette question kurde qui revient aussi systématiquement, elle est revenue en Irak lors de la première intervention américaine au début des années 90 avec père Bush. Quand ils sont partis en 92, eh bien ils ont laissé le cadeau empoisonné qui était le Kurdistan irakien. Et aujourd'hui, c'est-à-dire lors du premier mandat de Trump, on a eu cette zone protégée, zone kurde du nord de la Syrie, protégée par les Américains, et on avait aussi des bases russes. Donc ce projet du Kurdistan, en fait, vient se greffer aussi dans le projet de destruction des États qui sont visés par l'AIPAC, le lobby israélien, Washington, Londres, etc. Donc comme tu disais, il y a effectivement, on redessine le Moyen-Orient, et quand on redessine le Moyen-Orient, il y a des États qui doivent se diviser, il y en a d'autres qui doivent peut-être s'agrandir, enfin en tout cas les cartes doivent impérativement changer. Et à chaque fois qu'il y a un mandat républicain, chez les Américains, ces 30 dernières années, on a toujours une espèce d'opération chirurgicale au niveau des frontières, au niveau au Moyen-Orient et en Afrique aussi. Hein. On a des gros changements qui s'opèrent. Est-ce que quand tu regardes l'actualité de ces derniers jours, est-ce que tu as l'impression que la Syrie est en train de jouer la Syrie actuelle, donc la nouvelle Syrie, est politiquement en train de jouer un jeu qui va, à partir de Trump, complètement
prendre une autre trajectoire, c'est-à-dire qu'ils jouent un jeu en ce moment pour obtenir des fonds, faire démarrer une économie, etc. Mais le fond, finalement, ce sont des gens qui viennent d'Al-Qaïda, de Daesh, etc. Je pense pas que ce sont devenus des humanistes du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce que c'est que ce plan américain? Je précise aussi que j'ai épinglé en haut l'article qu'Égalité et Réconciliation a publié, et puis la couverture de ton dernier livre, Israël et la guerre mondiale des religions. Coécrit avec Pierre-Antoine Plaquevent et préfacé par Albert Husson, aux éditions de Racine, le moment publicité. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, faut revenir au plan. Le plan qui est activé et qui est mis en place actuellement, c'est un plan israélien. Pour être plus précis, c'est le plan Oded-Yinon, rédigé en 1982 par un haut fonctionnaire. Donc le nom est Oded-Yinon, probablement un pseudo, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien. Le plan s'appelait plus précisément A Strategy for Israel in the 1980s, donc une stratégie pour Israël dans les années 1980. Et l'objectif, clairement, de ce plan était de faire éclater les pays musulmans, notamment proches d'Israël, en petits États confessionnels. Donc pour la Syrie, il y avait un plan, création de plusieurs États en Syrie. Donc un État kurde, un État alawite, un État sunnite. Et ce plan-là a été actualisé. Ce plan n'est pas resté lettre morte. On pourrait très bien dire non mais c'est du complotisme, il y a eu un fonctionnaire israélien qui a écrit ça en 82, mais ça veut rien dire. Oui, mais sauf que l'administration de George W. Bush a repris ce plan et l'a actualisé. Mais ce plan s'appelle The Greater Middle East Initiative, publié donc en 2002. Pas seulement publié, il a présenté ce plan, George W. Bush, publiquement devant une organisation pro-israélienne en 2002. Et ensuite, il y a eu 2003, la guerre d'Irak, et ainsi de suite. Puis en 2006, il y a eu un autre plan, le plan de Ralph Peters, un haut gradé de l'armée américain. Donc le plan s'appelle Blood Borders, qui reprend encore ce plan et qui l'actualise. Puis en septembre 2013, une nouvelle actualisation de ce plan, présentée, publiée dans le New York Times. Si ma mémoire est bonne, c'est le 23 septembre 2013. Et le titre de l'article du New York Times, c'est « Comment faire de 5 pays 14 États ». Et à l'époque, il nous montrait une carte de la Syrie et de l'Irak, et à cheval sur la Syrie et l'Irak, il y avait un État qu'ils appelaient le Sunnistan, qui est devenu, donc qui correspond sur la carte précisément à Daesh. Donc Daesh, qui existait déjà à l'époque, mais qui s'est constitué en État à partir de 2014, si ma mémoire est bonne, ou début 2015. En tout cas, en gros, un an et demi après la publication de cet article du New York Times. Le nom de Daesh, l'acronyme de Daesh en arabe, c'est Dawlat Islamiyya fil Iraq wa Sham. L'État islamique en Irak et dans le Sham. Le Sham, c'est le nom qu'on donne à la Syrie. Et donc, dans un autre article que j'ai publié sur Égalité et Réconciliation au début de l'année qui s'appelle Origine et fonctions de Daesh, je rapporte des documents officiels américains sur cette création d'un État à cheval sur la Syrie et l'Irak, etc., etc. L'objectif est, je le répète, de faire tomber les... Alors, la question n'est pas de savoir si l'État syrien bassiste est gentil ou méchant. La question n'est pas de savoir si Saddam Hussein était gentil ou méchant. La question est de savoir qui veut détruire ces États et pourquoi. Donc, il y a des États qui sont considérés comme gênants pour Israël et on doit les détruire. Alors, il y a deux façons de les détruire. On utilise les néoconservateurs au pouvoir, les républicains néoconservateurs au pouvoir à l'époque de Bush, on utilise la méthode de droite, on va dire,
à coup de bombe, à coup de B-52, on détruit l'État à coup de B-52, c'est ce qui est arrivé à l'Irak. Ou alors, l'autre méthode, la méthode démocrate, la révolution colorée. La révolution colorée, quand je dis révolution colorée, c'est révolution colorée / guerre civile. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Mais les commanditaires sont les mêmes et l'objectif est le même, quelle que soit la gentillesse ou la méchanceté de Saddam Hussein ou de Bachar al-Assad. C'est pas compliqué à comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Et justement, alors par rapport à ça, moi je vois énormément de commentaires, des fois sous tes publications, sous les miennes aussi, sous d'autres aussi, celle de Rachid Achachi aussi. Les gens, souvent, ils sont très binaires et ils disent par exemple, il est chiite, il est contre les sunnites. Et en fait, c'est précisément, j'ai l'impression, ce que veut Israël en fait sur le terrain, ce que veut les États-Unis, c'est-à-dire justement, est-ce que c'est finalement d'une manière plus globale, est-ce que c'est pas éveillé aussi, ça ira au-delà des frontières, des changements de frontières, etc., pour la sécurité d'Israël? Est-ce que c'est pas aussi monter une espèce de guerre chiite-sunnite? Bien sûr, puisque, comment dire, une des lignes de fracture sur laquelle s'appuient les Israéliens, les Britanniques et les Américains, c'est ça. C'est l'opposition entre sunnites et chiites. Mais cette opposition entre sunnites et chiites, elle n'a pas été inventée. Elle existe. Elle est réelle. Elle a une histoire. Simplement, ils la réactivent. Et pour la réactiver, ils ont utilisé notamment les pétromonarchies wahhabites, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui, à coup de dollars, de pétrodollars, ont lancé une propagande anti-chiite dans le monde sunnite. Bon, après il y a un vieux ressentiment, et puis vient se surajouter à l'opposition entre sunnites et chiites, l'opposition entre Perses et Arabes. Donc nos ennemis les voient, les lignes de fracture, et ils appuient dessus. Et nous, simplement, on est suffisamment stupides pour les suivre là-dedans. Alors je dis pas que il n'y a pas des torts de part et d'autre, etc. Mais c'est toujours pareil. On va aller chercher chez les chiites les plus extrémistes pour nous dire, en fait, voilà, ce qu'ils disent, eux, représentent le chiisme du haut des six mains, etc. Et puis, du côté sunnite, on va chercher les plus extrémistes pour dire, voilà, c'est la position sunnite. Alors qu'en réalité, dans le monde chiite, c'est pas la position majoritaire, et dans le monde sunnite, ce n'est pas non plus la position majoritaire. Mais bon, je ferme la parenthèse. Simplement, on utilise donc ces vieux conflits théologiques, historiques, etc., à des fins géopolitiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses entre la géopolitique et les conflits interconfessionnels, religieux, etc. Et surtout, la morale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question n'est pas de savoir si Assad ou Saddam Hussein sont gentils ou méchants. Ça n'entre pas en ligne de compte. Là, on fait de la géopolitique. Si vous voulez faire de la morale, vous pouvez faire de la morale, mais n'injectez pas de la morale dans vos analyses géopolitiques. Parce que sinon, quand vous faites ça, vous vous retrouvez dans le même camp que Bernard-Henri Lévy et l'OTAN. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Tariq Ramadan quand j'avais fait le débat avec lui. J'ai dit, mais sur la question libyenne et la question syrienne, tu t'es retrouvé avec BHL et l'OTAN. C'est normal, parce que si vous suivez les Youssouf al-Qardawi, etc., qui vous disent, il a mis une fatwa en 2011 autorisant le meurtre de Kadhafi et des civils syriens. Si vous suivez Youssouf al-Qardawi, qui est un frère musulman, qui est mort maintenant, qui était un frère musulman. Donc si vous suivez ce discours fanatique takfiri, parce que c'est carrément du takfirisme, c'est là que le frérisme et le wahhabisme, dans sa version takfiri, se rejoignent, vous retrouvez être les idiots utiles des Israéliens et des forces de l'OTAN. Ce que je disais l'autre jour, là, il y a quelques jours, dans un entretien, vous ne trouvez pas bizarre, vous, donc ceux qui se disent sunnites et qui applaudissent la victoire de l'HTS en Syrie, vous ne trouvez pas bizarre de vous retrouver dans le même camp que Netanyahou? Vous applaudissez ce qui s'est passé en Syrie, mais Netanyahou aussi applaudit. Vous vous réjouissez ensemble, avec Netanyahou, de ce qui se passe en Syrie. Alors, à votre avis, qui est l'idiot utile? Vous ou Netanyahou? Moi, je dis que c'est vous, les idiots utiles. C'est pas Netanyahou.
parce que Netanyahou et sa clique et Sharon avant lui et le lobby pro-israélien, les autres dirigeants israéliens, ce qui se passe en Syrie, ils le planifient et ils ont tout fait pour que ça arrive depuis des décennies. Et vous découvrez, au moment où on fait tomber le régime d'Assad, comme on dit, vous découvrez qu'Assad est méchant. Mais vous étiez où il y a 20 ans? Vous en parliez du régime d'Assad? Je ne parle pas des frères musulmans qui sont en guerre contre l'État syrien depuis des décennies, bien avant l'arrivée au pouvoir de Hafez al-Assad. Mais ça c'est autre chose. Et encore, oui. Pardon, vas-y, termine, excuse-moi. Non, mais là je pourrais continuer des heures, donc arrête-moi. Vas-y. Ouais, en fait, si tu veux, moi alors, comme tu sais, j'ai un dialogue avec beaucoup de Turcs et notamment des soutiens d'Erdogan. Donc, alors. Comment dire, on avait réalisé un space l'autre jour, c'était le deuxième, c'était voilà 2 spaces qu'on avait fait, une fois pour l'offensive d'Alep et puis le deuxième pour expliquer la situation voilà de la nouvelle Syrie et ce qui se profilait. Et c'était un space avec Davut Pacha qui travaille, qui est journaliste en Turquie et qui travaille pour Nouvelle Aube. C'est un des quotidiens les plus vendus en Turquie, et puis c'est un quotidien qui est très proche d'Erdogan. En fait, pour tout dire, qui sert la propagande turque. Je le dis pas pour dénigrer, ça existe dans tous les pays. Donc ça aussi, parce que je vois que chez souvent les défenseurs d'Erdogan, d'ailleurs aussi de Bachar, on voit un espèce de fanatisme des fois qui dépasse un peu voilà la rationalité. Mais ce que je veux dire, ce qui est ressorti de ces 2 spaces au niveau de la propagande turque, c'est que Bachar al-Assad n'a pas vraiment, n'a jamais soutenu la Palestine quelque part, dans le sens où il a jamais attaqué Israël. Ça, c'est la chose que Davut Pacha a répété plusieurs fois. Donc, moi, j'en déduis que c'est un peu le nœud de leur propagande, puisque c'est quelque chose que j'ai découvert chez d'autres aussi, qui disaient, pour le dire vulgairement, en langage de la rue, du quotidien, c'était Bachar, en fait, finalement, il a jamais jeté une seule pierre sur Israël. Maintenant, Erdogan, on sait qu'il a l'intention de le faire, c'est une bonne chose. Maintenant, on y est, et puis vous allez voir, on va leur faire la peau à Tzahal. Sauf que dans la réalité, on est aux antipodes de tout ça. On a Israël qui ne soutient pas, mais qui donne des conseils politiques publiquement, en disant oui, la Syrie devrait faire comme ça pour que les choses aillent mieux. C'est une bonne chose que Bachar al-Assad soit parti, etc., etc. Donc un dialogue, somme toute favorable, c'est-à-dire une sorte de main tendue. Donc, tout ce discours de va-t-en guerre, de on va, les Syriens de l'époque de Bachar ne sont pas intervenus en Israël. Nous, les nouveaux Ottomans, nous allons, vous allez voir, en découdre et intervenir en Israël et sauver les Palestiniens. Bon, pour moi, on est dans un fantasme absolu, de toute façon. Mais les gens qui y croient dur comme fer sont nombreux. Mais vraiment nombreux. C'est-à-dire, quand je regarde la propagande turque, mais du coup, pas sur les spaces francophones, mais vraiment en Turquie, on a présenté il y a quelques jours une visite diplomatique avec le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, et alors accrochez-vous, mais le chef des renseignements turcs, Ibrahim Kalın, qui ont fait un show dans c'est-à-dire que le show qu'ils ont fait dans Damas, c'était d'abord aller prier à la mosquée, et puis ensuite Ibrahim Kalın, le chef des renseignements turcs, a donné le volant de son véhicule à Giuliani. Bon, c'est-à-dire que les Turcs sont, au niveau de la diplomatie, on a compris, dans une histoire très populiste, chaud, etc., etc. Je connais très peu de pays qui auraient des ministres qui iraient faire des shows comme ça dans un pays après une révolution, n'est-ce pas? C'est très suspect tout ça. Limite, ils auraient dû faire un carnaval dans Damas avec des drapeaux turcs, etc. Bon, et donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur et ce sera ma dernière question. Je précise aussi avant de donner la parole aux auditeurs. Donc n'hésitez pas à demander la parole. Juste après cette intervention, je commencerai à vous faire monter.
Voilà, vas-y, Youssef. Quelle est la question? T'as pas terminé la question? Oui, la question c'est, on a cet argumentaire turc dans la propagande qui dit que Assad n'a jamais attaqué Israël en termes d'armes, enfin militairement, et donc nous les Turcs, nous allons en découdre et nous allons maintenant que la Syrie est devenue la Syrie qu'on veut, nous allons enfin pouvoir entrer en Israël et etc et sauver Al-Aqsa, Jérusalem, etc. Donc alors cette propagande, c'est assez incroyable. Elle fonctionne. Ça, tu l'avais dit, j'ai bien entendu. Ouais. Très bien, j'ai saisi la question. Bon, d'abord par rapport à la Syrie de Assad et le Hezbollah, le Hamas, etc. Des dirigeants eux-mêmes, les dirigeants du Hezbollah et du Hamas et du djihad islamique. La Syrie de Assad est un des principaux soutiens du Hamas, du Hezbollah et du djihad islamique. Hassan Nasrallah l'a déclaré, Yahya Sinwar l'a déclaré. D'ailleurs, vous pouvez retrouver facilement un discours de Yahya Sinwar qui remercie Bachar al-Assad pour l'aide apportée au Hamas. Donc, je parle de l'aide à la branche armée du Hamas. Donc ça, ce sont les dirigeants eux-mêmes de ces organisations qui le disent. En 2006, par exemple, durant la guerre opposant le Hezbollah et Israël, le Hezbollah a utilisé des armes russes offertes par Assad. C'est-à-dire que Assad avait des armes russes donc achetées à l'État russe, qu'il a en partie données au Hezbollah, qui les a utilisées contre la Syrie. Contre Israël. Et d'ailleurs, Assad était un petit peu embarrassé par rapport aux Russes. Il avait peur d'être réprimandé par les Russes. Et les Russes avaient répondu à l'époque, non, au contraire, cela prouve que nos armes fonctionnent bien, sont efficaces. Donc, je veux dire, faut regarder les faits. Jusqu'à 2012, Khaled Meshal, donc un des chefs du Hamas, qui s'est retourné contre Assad en 2012 et qui était parti s'installer à Doha, qui était parti s'installer donc au Qatar, était avec son bureau à Damas, en Syrie. Donc dire que la Syrie n'a pas apporté son aide au djihad islamique, au Hezbollah, au Hamas, c'est faux, c'est factuellement faux. À moins que ces gens-là soient mieux informés que Hassan Nasrallah, Yahya Sinwar, etc. Maintenant, je suis désolé, mais bon, la Turquie d'Erdogan a été extrêmement active dans la destruction de la Syrie depuis le début. La Turquie d'Erdogan, j'ai bien d'Erdogan, hein, parce que vous pouvez trouver des déclarations, notamment autour de 2020, du parti patriotique turc, je crois qu'il s'appelle Vatan, et qui avait lancé un appel à Erdogan et qui lui avait dit de ne pas se mettre à dos, de mettre un terme à son intervention en Syrie, parce qu'à l'époque il y avait eu des combats à Idlib impliquant l'armée turque face à l'armée syrienne soutenue par l'armée russe, et ils avaient lancé un appel à Erdogan en lui demandant de se réconcilier avec la Syrie et de se rapprocher de la Russie et de l'Iran et de ne pas tomber dans le piège, dans le piège sioniste de la guerre contre la Syrie. Bon, Erdogan, lui, a ses propres objectifs, mais quand on voit, par exemple, le pétrole azéri, donc d'Azerbaïdjan, qui alimente Israël en passant par la Turquie, quand on se rappelle que Erdogan a vendu du pétrole de Daesh à Israël et aux Européens aussi, le pétrole volé par Daesh, notamment en Irak, était vendu via la Turquie à 75% à Israël et le reste aux Européens. Donc la politique d'Erdogan, objectivement, va dans le sens des objectifs sionistes, puisque l'objectif est de faire éclater la Syrie, très certainement occuper, donc pour la Turquie, occuper une partie de la Syrie, en fait se partager la Syrie avec Israël. Et c'est ce qui est en train de se passer là.
avec Israël, qui envahit une partie du territoire syrien. Et maintenant, ils sont à moins de 20 km de Damas. Donc, les faits montrent cela. Alors, est-ce qu'il y aura un jour une confrontation entre Israël et la Turquie? Je ne dis pas que c'est impossible. Pas impossible. Parce que sur la question kurde, il y a une opposition. Parce que oui, la Turquie est contre la Syrie, mais sur la question des Kurdes de Syrie, Erdogan est en opposition aux Américains et aux Israéliens. Donc, et alors, juste avant de terminer, de te redonner la parole, Smotrich, le ministre des Finances, ministre de l'économie et des Finances israélien, qui est un fanatique messianiste, a déclaré, il y a quelques semaines, il a dit le grand Israël intègre la Syrie, l'Irak, etc., l'Égypte, tout ce que je veux. Il a dit Il y a eu un bug, les micros ont été coupés. Est-ce que tu peux rallumer ton micro, Youssef, au moment où tu citais ouais. Smotrich, au moment où je citais... Sa citation, voilà, sa déclaration. Alors, Smotrich disait que le grand Israël intègre la Syrie, l'Irak, etc., le Liban, et il a dit jusqu'à Istanbul. Et il a souri en disant « Aujourd'hui, ça peut paraître incroyable, mais vous verrez. » Alors, c'est un peu énigmatique. C'était un peu énigmatique. Mais compte tenu de la configuration actuelle, en Syrie, on peut se demander si à terme, cette implication d'Erdogan en Syrie ne pourrait pas se retourner in fine contre la Turquie. C'est-à-dire utiliser à un moment donné, je sais pas, hein, là on est dans la fiction maintenant, je sors de mon domaine et je rentre dans la fiction. Mais imaginons que demain, ils se partagent la Syrie et que dans un second temps, ils lancent une offensive contre la Turquie, pour repousser la Turquie, qu'ils désigneront comme un envahisseur de la Syrie, en utilisant notamment les Kurdes de Syrie contre la Turquie. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible, d'autant plus là, je rappelle que hier, c'était je sais plus quel ministre israélien, parce qu'ils ont tellement de déclarations là, ça va dans tous les sens, mais c'était une déclaration qui disait cher Monsieur Erdogan, vous êtes bien gentil, mais vous avez vu comment Saddam Hussein a terminé. Donc finalement, on vous réserve la même chose. Et c'est un ministre israélien qui a déclaré ça. Ouais. Ah oui. Ouais, parce que là, en fait, entre la diplomatie israélienne et turque, il y a des c'est le show en termes de déclaration. Ils disent des trucs que tu pouvais pas dire diplomatiquement il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est là qu'on voit justement comme un spectacle, quoi. Voilà, une façade. Voilà, il faut qu'il y ait les gentils et les méchants. Les gentils, sous-entendu les Israéliens, et les méchants, les Turcs. Et donc, la diplomatie turque joue ce rôle. C'est-à-dire vraiment, il le joue corps et âme en ayant des déclarations très brutales, très violentes à l'encontre d'Israël. Même si depuis depuis le départ d'Assad, disons que on a quand même un assouplissement un peu dans le langage et tout, mais c'est toujours présent et pour les deux parties. Hein. Alors ça, c'est vraiment la partie. Alors, je vais essayer de retrouver. J'ai retrouvé la déclaration du parti Vatan, pas donc parti turc, parti patriotique. Donc, on est en février 2020, au moment d'une confrontation militaire à Idlib, avec d'un côté les groupes terroristes, Hayat Tahrir al-Sham, etc., Nosra, appuyés par l'armée turque, et en face, donc l'armée syrienne soutenue par les Iraniens et les Russes. Et donc le parti turc Vatan, donc le 26 février 2020, a déclaré que si la Turquie lance une guerre contre la Syrie, elle peut tomber dans un piège tendu par Israël et les États-Unis et ainsi perdre des alliés comme la Russie, la Chine, l'Iran et l'Irak. Le média russe, donc Sputnik, a obtenu une copie du rapport du parti turc Vatan. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Affirmatif, on est là. Donc le parti turc Vatan déclare, donc on est en février 2020, les tensions turco-syriennes suscitent des inquiétudes. Nous avons que la Turquie est poussée dans un piège. Avec la Turquie, notre
président est également entraîné dans l'exécutif central du parti après une conférence de presse qui a eu lieu le 26 février 2020 dans la province d'Istanbul. Ajoutant que, donc toujours le parti Vatan, ce piège a été fabriqué par les administrations américaines et israéliennes. Donc, d'après le parti Vatan, non seulement la Turquie fait face à de graves menaces, mais ses voisins aussi, notamment la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Russie. Et donc, en fait, on peut se dire, là, je pars dans des spéculations, l'HTS, donc les groupes terroristes depuis des années aujourd'hui, servent de voitures béliers d'Israël et des États-Unis, mais surtout d'Israël. Mais les groupes terroristes, très souvent, après avoir servi de voitures béliers, sont éliminés. Or là, le pilote de cette voiture bélier, c'est Erdogan. Ouvertement, très clairement. Est-ce que Erdogan ne va pas être sacrifié après avoir servi, lui aussi, de voitures bélier? Et est-ce que ça ne va pas se retourner contre la Turquie? C'est une question que je me pose, et c'est une question sérieuse. On aura l'occasion de voir comment ça se déroule. Si tu veux bien, on peut commencer à échanger avec nos auditeurs. J'aimerais d'abord donner la parole à Quds. Salut Quds, Diplomatie. Bienvenue. Salam alaikum, Mehmet, Youssef et tous les autres. Alaikum salam. Oui, c'est très intéressant ce que vous disiez. Et moi, je vais continuer un peu sur votre lancée. Sur Erdogan, moi, je pense pas que c'est maintenant qu'il risque de sauter, parce qu'ils ont d'autres projets, sûrement pour le Yémen et l'Irak. Parce qu'il faut savoir que, selon moi, ça s'inscrit plus dans des plans de l'OTAN que dans des plans purement sionistes. On a pu voir sur le terrain, par exemple, que des soldats, des officiers ukrainiens sont venus aider HTS. Et ça, depuis, comme l'a expliqué Youssef, ça date pas depuis la prise d'Idlib. Hein. Donc, peu après le 7 octobre, on a vu que des attaques depuis Idlib se lançaient sur les bases militaires russes, de l'attaquer et tout ça, avec des drones qui étaient de fabrication ukrainienne, de l'OTAN. Donc, l'OTAN a décidé justement de changer les plans de ce Moyen-Orient. Et on sait maintenant que en Syrie, Erdogan et HTS vont se retrouver face à une situation assez difficile, avec pas mal de combattants étrangers qui vont créer des problèmes dans la société syrienne. Et ces gens-là devront être utilisés sur d'autres fronts. Ils l'ont déjà été auparavant en Libye, en Azerbaïdjan, en Ukraine. Et moi, je pense que la prochaine étape, ça sera le Yémen, parce que même avant justement ce renversement en Syrie, il y a un bateau turc qui a été attaqué par Ansarullah. Et Erdogan a pris la parole et a dit qu'il allait aller régler le compte des gens au Yémen. Donc, avant que Erdogan ne saute, il devra encore faire quelques contrats pour l'OTAN. Donc ça, j'en suis sûr et certain. C'est pas pour l'instant qu'ils vont le faire sauter. Voilà, c'est juste pour ajouter ça. Alors, très intéressant. Bon, c'est pas une question, mais c'est une intervention très intéressante. Simplement, je précise une chose. Je n'ai pas dit qu'Erdogan allait sauter maintenant. Je suis pas rentré dans les dates et les délais, mais simplement, je rappelle que Erdogan a échappé à une tentative de putsch en juin 2016 et que il a été sauvé en partie par les Russes qui lui auraient communiqué très peu de temps avant la tentative de putsch la liste des putschistes. Ils l'ont soutenu et d'ailleurs Alexandre Douguin a récemment tweeté en disant que nous avons aidé Erdogan en 2016 parce que on peut pas être sûr qu'effectivement ils lui ont donné des informations sur les putschistes, mais en tout cas quand il a échappé au putsch, les Russes l'ont soutenu. Ils l'ont soutenu, malgré l'avion russe abattu par l'armée turque, etc., malgré les oppositions sur la question syrienne, ils l'ont soutenu. Et donc Douguin a poursuivi, donc là, il y a quelques jours, en disant que la prochaine fois qu'il aura un problème, en gros, nous ne le soutiendrons pas, et que les problèmes arrivent régulièrement, et que au prochain coup dur, alors, ce qu'il dit n'engage que lui, mais compte tenu de ce qui s'est passé en Syrie, on peut effectivement se dire que le problème de la politique d'Erdogan, qui apparaît très intelligente et un jeu d'équilibriste sur la durée, le danger que pose la politique d'Erdogan, c'est de jouer sur les deux tableaux en même temps. Être dans l'OTAN, tout en s'opposant parfois aux desseins de l'OTAN et aux objectifs de l'OTAN, parce que lui, il suit
ses propres objectifs ou les intérêts de la Turquie tels qu'il les conçoit. Et c'est pour ça d'ailleurs que Trump l'avait menacé à l'époque, parce qu'il considère, les Américains en général, que Erdogan est quelqu'un d'incontrôlable. C'est certainement pour ça qu'ils ont voulu le faire tomber en 2016 et mettre quelqu'un de plus docile à sa place. Mais jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire avec les Américains mais contre les Américains, avec les Russes mais contre les Russes, avec les Iraniens et contre les Iraniens, à terme, ça peut l'entraîner dans une situation où il les aura tous sur le dos, où il sera opposé aux intérêts de tout le monde en même temps. Des Russes, des Iraniens, et des Américains et des Israéliens. Et là, ça peut devenir très dangereux pour lui. Voilà ce que j'ai à dire. Mais merci pour l'intervention, parce que c'est des éléments, notamment sur sa déclaration sur le Yémen, je n'en avais pas connaissance. Merci. Excellent. Alors, j'aimerais donner la parole à MD, qui lève la main depuis tout à l'heure. MD, bienvenue. Salut. Salam alaikum, bonsoir et merci pour le space et la parole. En fait, j'avais deux questions. La première, c'est que moi, je suis tout à... ce qu'il a dit Youssef, moi je suis d'accord, je partage, mais il manque quelque chose parce que effectivement, ce qui se passe en Syrie, ça converge avec les intérêts israéliens, mais pas seulement, avec les intérêts turcs également, parce que les deux trouvent leurs intérêts. Et s'il y avait par le passé un axe, le Caire, Damas, Bagdad, il y a également un axe Ankara, Tel Aviv, Téhéran. Mais c'est pas parce qu'ils sont alliés, mais c'est bloc contre bloc. Et moi, pour moi, comment j'interprète la situation, et d'où ma question, est-ce qu'on n'assiste pas à la victoire de l'axe Téhéran, même si l'Iran semble avoir perdu, je pense qu'il reviendra de toute façon, est-ce qu'on n'assiste pas là, aujourd'hui, à la disparition de cette Caire, Damas, Bagdad? Et d'où ma deuxième question. Tout à l'heure, tu as dit, Youssef, nous les sunnites, peut-être le nous sunnite existe chez les populations, mais c'est pas une réalité géopolitique et je le vois pas s'exprimer dans la région. Il y a des pays sunnites qui ont des politiques, mais il n'y a pas une cohérence ou une organisation. Donc moi, j'arrive à voir la géopolitique iranienne, j'arrive à voir la géopolitique turque, israélienne, mais sous nous, j'arrive pas à le définir. Est-ce que tu peux me le définir et me dire comment il s'exprime? Et surtout, parce qu'on ne se rend pas compte que, pour moi, le Moyen-Orient, je finis là, et puis après tu me corriges, tu me dis, le Moyen-Orient est devenu le terrain de jeu de trois puissances régionales avec l'arbitrage de la Russie et des États-Unis, c'est-à-dire l'Iran, Turquie, Israël, et on n'est pas à l'abri d'avoir, moi je suis tout à fait d'accord, que la Turquie et Israël peuvent se friter, que la Turquie et l'Iran peuvent se friter, bon, Iran-Israël, c'est presque sûr, mais à un moment, les rapports de force vont se jouer sur ce terrain, justement au détriment d'un nous sunnite qui ne s'exprime pas. Je ne sais pas si tu vois plus ou moins où je veux en venir. Ouais, moi j'ai très bien compris. Alors je vais commencer par répondre à la deuxième question qui est la plus simple. Quand je parle de nous sunnites, je ne parle pas de bloc géopolitique sunnite. Il n'existe pas ce bloc. Je parle de communauté de foi, on va dire. Les différents sunnites à travers le monde, etc. Mais il n'existe pas d'organisation, d'organisation politique, géopolitique. En gros, pour faire fit, il y a plus de califat. Voilà. Il y en a encore un, il est petit, mais il existe encore, je sais. Vas-y, dis-moi lequel. T'en es issu. Ouais, mais c'est pas un califat et il concerne strictement les Marocains. J'ai bien vu ton drapeau et j'ai bien compris. Mais le califat traditionnel qui transcenderait les frontières n'existe plus. Et de toute façon, même ce califat-là n'unissait pas tous les musulmans, parce que comme tu le sais d'ailleurs, les Ottomans n'ont pas pu conquérir le Maroc. Et le Maroc a repoussé les Ottomans en s'alliant aux catholiques d'Espagne au début du XVIe siècle, après la Reconquista. Bref, ça nous emmènerait trop loin. Mais voilà, donc là j'ai répondu à la deuxième question. Sur la première, j'ai précisé que la Turquie d'Erdogan avait un ennemi commun, à savoir la Syrie, et qu'il y avait un axe Ankara, Tel Aviv sur cette question-là. Il y a un axe, ça c'est clair, on l'a vu aujourd'hui. Simplement, je dis que les alliances peuvent se renverser. De toute façon, du point de vue israélien, il n'y a pas d'alliés, il y a des outils. Alors, de son côté, Erdogan pense pouvoir tirer son épingle du jeu,
mais je crains pour lui, c'est une façon de parler, mais je crains plutôt pour la Turquie, en fait. Moi, ce que je crains, c'est que la politique d'Erdogan impacte la Turquie. Voilà. Moi, c'est plutôt ça que je crains, et je suis toujours, toujours effaré de voir des acteurs de la région, musulmans notamment, tomber dans des pièges israélo-américains. Par exemple, la guerre Iran-Irak a été catastrophique pour la région. D'ailleurs, ils ont armé les deux. Mais juste pour prolonger ce que tu dis, peut-être qu'Erdogan peut sauter dans l'avenir, c'est qu'un homme, mais l'idéologie ou la politique Erdogan peut continuer du moment que la Turquie ne dérange pas trop les États-Unis, surtout dans ce qui va arriver dans la géopolitique mondiale, et surtout dans cette région du monde qui est importante pour les Américains et les Chinois. Donc, la Turquie, il a encore de la marge de manœuvre pour s'assurer une certaine autonomie et une marge de manœuvre, non? Alors ça, c'est plutôt une question à laquelle pourrait répondre Mehmet Yildiz, à savoir, quelle est la doctrine d'Erdogan? Est-ce qu'il y a un erdoganisme? Alors, moi aussi, je peux jouer le rôle de journaliste. C'est une très bonne question, et justement je me permets d'amener un éclaircissement sur la question, parce que je suis de très près en fait, vraiment même tous les jours en fait. Vous avez Erdogan qui donne un discours ici ou là, et le discours est systématiquement reporté dans la presse qui retraduit comme des perroquets, tous en ligne, voilà. Donc notamment Nouvelle Aube, mais toute la presse, voilà, à part l'opposition, bien sûr, qui est critique. Bon, alors, qu'est-ce que nous présente cette presse avec ces discours? C'est des discours qui, si je reprends, parce que il y a plus de 20 ans d'erdoganisme, si on veut, entre guillemets, on voit tout et son contraire. Et on voit qu'il y a un espèce de néo-ottomanisme, mais populiste. Et puis, il y a un gros investissement dans l'armement. Mais un pays qui est exclusivement fort militairement, ça ne veut pas dire qu'il se passe la paix dans ton pays et que les choses se passent bien. Bien au contraire, ça veut dire que tu endosses un rôle militaire. En tant qu'acteur géopolitique, tu endosses un rôle qui est lié à la militarisation. Tandis qu'en Turquie, si on regarde sociologiquement et économiquement, au quotidien, je veux dire, c'est une catastrophe économique absolue. Ça, je veux dire, là-dessus, n'importe qui, enfin, je veux dire, voilà, il suffit d'aller en Turquie, de voir, même aujourd'hui, et puis vous allez le voir de vos propres yeux. Les Turcs vivent une inflation qui est en train de foutre en l'air, mais toute l'économie turque, toutes les classes sociales turques, tout le monde est impacté, tout le monde parle de la question économique tous les jours. Voilà. Donc, il n'y a même pas besoin j'ai envie de dire, d'écouter BFM ou de lire un article de Libération. C'est même pas la question. Il vous suffit de regarder l'actualité de la presse turque, qu'elle soit d'ailleurs pour Erdogan ou dans son opposition. La question économique revient tout le temps parce qu'il faut rassurer les Turcs. Et il y a une opération, c'est-à-dire d'ingénierie sociale, médiatique, où on a des ministres qui s'expriment, mais à longueur de journée. Comme s'ils étaient des gens qui balançaient des tweets, comme vous et moi, etc. Donc on n'est pas du tout. Non, alors s'il y a un erdoganisme, c'est dans ce sens-là qu'il y a un erdoganisme, c'est-à-dire dans la mise en pratique spectaculaire politique. C'est-à-dire que tous les acteurs qui marchent avec Erdogan sont dans des discours populistes, comme d'ailleurs Trump, je veux dire, mais populiste pas dans le sens populiste politique où il pourrait y avoir quelque chose de noble dans le populisme, mais j'entends populisme dans le sens faire du show en fait. C'est-à-dire bon bah voilà, vous avez l'impression qu'il vous parle au café le gars en fait. Et c'est un ministre, et il n'a pas. Je vous ai donné l'exemple de Ibrahim Kalın, qui est le chef des renseignements turcs, qui donne le volant. Pourquoi cette mise en scène? Qu'est-ce que c'est que ce show, quoi? Qui donne le volant à un gars qui, dans son propre pays, en Turquie, il était sur la liste des terroristes recherchés, etc. Son organisation est classée terroriste en Turquie aussi. Bon, maintenant plus, on est d'accord, mais en tout cas jusqu'à la Révolution, c'était le cas. Les Américains, depuis 2017, disent qu'ils peuvent débourser jusqu'à 10 millions si vous donnez des informations sur Jolani. Et puis vous avez le chef des renseignements turcs qui lui donne le volant. Et donc ça fait le tour des médias turcs. Les Turcs ne parlent que de ce truc, alors qu'en fait le pays est en train de couler. Et quand on regarde le reste de l'actualité,
eh bien, on a l'économie qui est là. Donc, vous avez d'un côté les ministres turcs qui sont avec des drapeaux, tout va bien, on va en guerre. Je fais vulgaire, on est d'accord. Hein, voilà, je fais très grossier, mais c'est à peu près ça. On peut faire une caricature, c'est pas non plus voilà. Mais disons, on a vu même Erdogan dire hier, voilà, la Turquie ne se résume pas à 780 000 km². La Turquie, ça va au-delà de 780 000 km². Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certainement une volonté d'expansion. Cette volonté d'expansion, elle se fait alors que la Turquie est membre de l'OTAN. Alors, elle a des sanctions qui sont posées par les États-Unis. Elle fait un grand écart entre Moscou et Washington. Est-ce que ça fait partie de l'erdoganisme de jouer avec toutes ces puissances et de faire des grands écarts? Peut-être que c'est aussi ça l'erdoganisme. Donc, c'est compliqué de mettre, si tu veux, l'erdoganisme dans quelque chose. De mon avis, hein, les défenseurs d'Erdogan vous diront tout l'inverse, bien évidemment. Ils vous diront que du bien. Mais en tout cas. D'un point de vue critique, ce que je peux dire, c'est que moi, l'erdoganisme, s'il y en a un, ne correspond pas à une réelle stratégie géopolitique sérieuse. Il y a une volonté turque, bien sûr, de nouer des liens avec les États turciques, du Caucase, de l'Asie centrale, etc. Ça, c'est un fait indéniable. Et d'ailleurs, pourquoi elle ne devrait pas le faire? C'est le bon sens. C'est même pas, il n'y a pas besoin, j'ai envie de dire, qu'il y ait une stratégie géopolitique bien rodée, etc. Bah, évidemment qu'elle va se retourner vers les États, mais c'est la manière de vendre ça médiatiquement aux Turcs qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on vend ça comme des prouesses, comme des réussites, etc. Puis en fait, on voit une population turque, mais qui tous les jours économiquement, qui va dans le fossé en fait. Là, le sujet premier des Turcs, c'est le SMIC turc. Ils vont le monter à 29 000. Et puis, vous avez l'opposition qui dit ah non, il faut minimum 40, etc. Donc, vous avez le débat, en fait, vous avez un débat de crise économique violent en Turquie avec des taux d'inflation de 40%. Et de l'autre côté, vous avez une Turquie qui veut se présenter au monde comme, vous voyez, on sauve les Syriens, Assad est parti, c'est nous les meilleurs, etc., etc. Bon, voilà, alors le erdoganisme, ça va pas vraiment au-delà de ça pour moi. Mais voilà, je sais pas si on a fait le tour de la question. Je vais donner la parole à Mel. Et puis, je voulais aussi vous dire quelque chose. Je prendrai pas d'autres intervenants pour la simple et bonne raison que j'ai quelque chose de très spécial aujourd'hui, un imprévu plutôt grave, et donc je vais devoir gérer un certain nombre de choses au téléphone. J'ai déjà des dizaines et des dizaines d'appels. Et donc Youssef est au courant, donc moi je me suis dit on va pas annuler, dernière minute, on va quand même faire ce space. Donc du coup on a fait 1h10 déjà, je vais donner la parole à Mel et puis on va terminer avec Mel. Salut Mel, bienvenue. Oui, bonsoir à tous, salam Mehmet, salam Youssef, salam à tout le monde. Puisque vous avez parlé par rapport à la Turquie, bon, merci Youssef, parce que hier je disais quasiment la même chose que vous avez dit concernant l'utilisation par la suite des Kurdes pour attaquer la Turquie d'Erdogan et même peut-être une confrontation directe avec Israël. Est-ce que ça serait pas en lien aussi avec un contrôle absolu des détroits d'un point de vue géopolitique, hein. Je parle des détroits de Dardanelles et du Bosphore. Puisque si on se rappelle à l'époque de l'Empire ottoman, quand ils ont conquis Jérusalem, ils ont pu le faire grâce à une puissance marine. Ça, c'était une première question. Et la deuxième question, que diriez-vous, que répondrez-vous à ceux qui prétendent que dans la chute du régime de Bachar el-Assad, les gagnants seraient tant la Turquie que la Russie, tant la Russie que l'Iran, ils auraient quand même gagné encore des points. Moi, j'ai du mal à me l'expliquer, mais est-ce que vous sauriez éclaircir sur cette question? Merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Alors, vaste question. Je vais essayer de répondre à tout en commençant par la fin. Bon, il faut pas non plus trop anticiper. L'histoire n'est pas terminée. Je suis en désaccord à la fois avec ceux qui disent l'axe de la résistance est terminé et ceux qui disent en fait c'est un coup de maître des Iraniens et des Russes, etc. Non, ils n'ont. C'est un coup dur effectivement pour l'axe de la résistance parce que les Iraniens ont perdu momentanément peut-être
la Syrie. Les bases russes en Syrie, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Et sachant que, comme le disait Rachid Hachechi il y a pas longtemps, la Turquie empêche les navires russes de sortir de la mer Noire vers la Méditerranée. Donc ça, si les Russes perdent Tartous, eh bien, c'en est fini de la présence, en tout cas momentanément, la présence militaire russe dans la Méditerranée. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé, c'est que si on regarde dans le détail, au début de l'offensive, pas au début de l'offensive, mais quand l'HTS est arrivé à Alep, il y a eu une réaction russe et iranienne. Il y a eu des frappes contre l'HTS, les organisations, les groupes terroristes. Mais les frappes ont cessé parce que les Iraniens et les Russes ont constaté que l'armée syrienne ne se battait pas. Donc très probablement, des généraux, pour ne pas dire les généraux syriens, ont été achetés préalablement pour s'assurer une conquête facile de la Syrie. Donc la Syrie, dans ce contexte-là, était indéfendable du point de vue iranien et russe. Donc il valait mieux laisser l'HTS, donc la Turquie, et donc Israël, s'emparer de la Syrie. Mais il y aura une deuxième manche. Il y aura une confrontation à terme. Je ne sais pas exactement qui va affronter qui et dans quel ordre. Mais ce qui est certain, c'est que la Turquie sera impliquée, Israël sera impliqué, des forces de ce qui restera des forces patriotiques syriennes seront impliquées, les Iraniens seront impliqués directement ou indirectement, et les Russes seront impliqués directement ou indirectement. Et on risque d'avoir une guerre impliquant ces différentes puissances régionales en Syrie. Moi, ça me semble inévitable. Et je doute que les Russes et les Iraniens pardonnent à Erdogan ce qu'il a fait. Donc on peut très bien se retrouver dans une configuration avec pas simplement deux camps qui s'affrontent, mais trois camps différents qui s'affrontent pour la Syrie. La Turquie qui voudra garder un maximum de territoire de la Syrie, les Israélo-Américains qui utiliseront les Kurdes de Syrie contre la Turquie d'Erdogan, et les Iraniens et leurs auxiliaires qui combattront Israël. Et quant à la Russie, elle sera très probablement évidemment du côté iranien. Donc je vais pas trop m'exprimer sur ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Et c'est pour ça que dans mon dernier article, je m'en suis tenu aux faits et je ne spécule pas parce que il y a des éléments qui nous feront peut-être changer, modifier notre analyse. Donc je vais rester prudent pour l'instant et je pense en avoir dit là le maximum. En plus de ce que j'ai écrit dans mon dernier article, j'ai pas envie de m'avancer plus que cela. Excellent. On est arrivé à la fin de excusez-moi, mais Youssef, et quant à la question par rapport au contrôle des détroits, je pose cette question parce que nous savons que selon l'eschatologie, même qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, il y a cette fameuse conquête de Constantinople qui doit arriver. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y a un lien, ce qui ferait peut-être le pont entre les événements en Ukraine et ce qui se passe aussi au Moyen-Orient? Alors, le problème avec l'eschatologie, c'est qu'on parle d'événements de la fin des temps. Or, entre ces événements de la fin des temps, donc oui, je sais de quoi vous parlez, la conquête de Constantinople, mais il y a une opposition d'interprétation entre ceux qui pensent que la conquête de Constantinople, c'est la conquête qui a eu lieu en, je crois, 1453, si ma mémoire est bonne, par Mehmed II. Et d'autres, donc le cheikh Ramadan al-Hussein, qui dit non, en fait, cette conquête-là ne parle pas de Mehmed II, mais d'une conquête qui aura à la fin des temps, parce qu'effectivement, quand on connecte les différents hadiths, il parle d'une conquête à la fin des temps. Mais combien d'événements inattendus vont advenir d'ici là, et combien, à quel point le rapport de force et la configuration géopolitique vont évoluer d'ici là. Donc il est très difficile d'anticiper, de dire voilà, il va se passer ça, et nous conduire jusqu'à la conquête de Constantinople, etc. Mais
ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, ce qui se met en place aujourd'hui avec la politique d'Erdogan, c'est que l'opposition, enfin, il a mis la Turquie dans une configuration où la Turquie va se retrouver certainement opposée militairement un jour à l'Iran et à la Russie et à des forces syriennes. Donc, c'est vrai que si on prend l'eschatologie et qu'on voit la configuration actuelle, ça y ressemble. En tout cas, on a l'impression que c'est le chemin qui mène vers cette grande confrontation. Et comme je le disais, Erdogan, en voulant étendre les frontières turques, donc aux dépens de la Syrie, pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire réduire les frontières turques. Et c'est-à-dire conquête qui se retourne contre la Turquie et qui se retrouve non plus dans une guerre à l'extérieur, c'est-à-dire au-delà de ses frontières, mais à l'intérieur de ses frontières. Voilà ce que je peux dire pour l'instant en partant des faits. Excellent. Bon, je pense que ça a été très complet, c'était très synthétique. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'aurais bien voulu que ça dure un peu plus, mais ma foi, voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est déjà à 1h10. Ouais. J'ai prévu 1h30, donc malgré l'imprévu. Ouais, et là, je suis vraiment contraint d'aller répondre à ces téléphones. En tout cas, un grand merci à toi, Youssef, d'avoir été présent. Je voulais remercier aussi. Merci pour l'invitation, pour les questions, c'était sympa. Et puis un grand merci aussi aux auditeurs et puis aux intervenants, bien sûr. Et je vous dis à une prochaine pour un autre space, certainement sur l'actualité. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite de très bonnes fêtes aussi. Très bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir.